Bonjour Violette Spilbous, soyez la bienvenue. Vous êtes députée Renaissance du Nord et vous êtes l'invité politique de la matinale. Vous répondez aux questions d'Alex Bouillaguet. C'est parti. Bonjour Violette Spilbous. Bonjour. Hier, Sébastien Lecornu a déjeuné avec les patrons des partis politiques et les présidents de groupes du socle commun. Alors, il a insisté lors de ce déjeuner sur le juste partage de l'effort des redressements des finances publiques. Il parle à qui en disant ça? Il parle aux plus riches? Il parle à ceux qui attendent un vrai effort de justice sociale, et je crois que c'est le maître mot des prises de parole rares, discrètes, mais des prises de parole de notre Premier ministre. Petite parenthèse, vous dites rare, discrète, trop rare, trop discrète? Non, je pense que ça montre qu'il y a un travail de fond, un travail d'écoute, d'abord des partenaires politiques, des oppositions, un travail aussi avec les syndicats, et qu'il faut du temps pour construire un budget avant finalement de nommer un gouvernement, de construire quelque chose de solide et de stable pour la France. Parce qu'on a besoin d'un budget, on a besoin de cette réduction des déficits. Donc sur le sujet de la richesse, en réalité, ce qu'attendent les Français, c'est que ceux qui doivent payer l'impôt le payent. Et quand on voit des grandes sociétés qui mettent des actions dans des holdings qui échappent à l'impôt, qui font de l'optimisation fiscale, eh bien c'est cela que je crois Sébastien Lecornu travaille pour faire en sorte qu'il paye l'impôt justement en France. Donc vous pensez qu'il y aura une mesure sur l'optimisation fiscale via ces fameuses holdings qui permettent à certains, aux plus riches ou à des entreprises d'échapper à l'impôt? Il y aura une mesure. Il y a ce sujet-là qui est travaillé actuellement. Il y a aussi le sujet de la taxation des rentes du capital, finalement, les plus-values mobilières, les dividendes. On sait qu'on a une taxe aujourd'hui à 30% sur ces revenus du capitaux. Peut-être que les augmenter un petit peu peut permettre 33%, aussi. Voilà, peut permettre. En tout cas, ça ne choquera pas. Et ça, c'est une mesure qui est nécessaire pour avoir une courbe budgétaire qui aille vers la réduction des déficits, c'est-à-dire un effort fiscal plus important chez des gens qui aujourd'hui sont fortunés, avoir moins d'impôts pour ceux qui peuvent moins payer, avoir des réductions peut-être de charges sociales. Voilà, c'est ça ce travail actuellement, et c'est normal que ça demande des allers-retours avec les différents partis d'opposition notamment. Justement, Sébastien Lecornu affirme qu'il fera aussi des propositions de baisse d'impôts, notamment en faveur du travail. Concrètement, ça peut se traduire comment? C'est une mesure qu'avec mon groupe Ensemble pour la République et Gabriel Attal, on porte déjà depuis longtemps. C'est la réduction des charges, des cotisations sur le salaire qui fait qu'en fait, ça change le net, ça améliore le net pour les salariés. On voit que le net a diminué depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, ce que veulent les Français qui travaillent, c'est que l'effort pèse moins sur eux. Donc cette proposition, qui est en ce moment évoquée notamment dans la presse, parce que je ne suis pas dans les secrets de la fin de négociation d'ici vendredi, eh bien, c'est effectivement une amélioration du net par une baisse des cotisations sociales sur le travail. Mais ça coûte cher, des centaines, enfin des dizaines de milliards. On les trouve où, ces dizaines de milliards? Il y a ce sujet de la justice fiscale et sociale, mais il y a aussi la réduction des dépenses publiques dans le projet de Sébastien Lecornu. Vous le voyez bien, ce n'est pas un budget Lecornu, c'est un budget du socle commun avec ce que vont amener les oppositions. Donc c'est vraiment un budget de compromis qu'il faudra proposer au Parlement la semaine prochaine. Et l'effort de réduction des dépenses publiques qui est proposé à 6 milliards d'euros, c'est un effort important. Et je trouve que l'exemplarité aussi qui est montrée à travers le gel des dépenses de l'Élysée, de Matignon, la réduction finalement du train de vie de l'État, il faut vraiment que ce soit concret. Ça fait longtemps qu'on en parle et je crois que là-dessus, les Français, ils sont intransigeants. Sauf qu'en ce moment, à ce stade, en tout cas, on ne comprend pas bien avec qui il négocie. Dans le Parisien, le week-end dernier, le Premier ministre dit non à quasiment toutes les revendications des socialistes. Il dit non à la taxe Zuckman, non au retour de l'ISF, non à la suspension de la réforme des retraites. Comment est-ce qu'il peut espérer, de la part des socialistes, un accord de non-censure? Le Premier ministre, il a une volonté que je partage et que je soutiens, c'est de protéger l'emploi et la compétitivité de la France. Oui, mais c'était pareil pour Michel Barnier, c'était pareil pour taxer l'appareil productif. Ils ont été balayés. C'est non pour taxer l'appareil productif, pour taxer ce qui réduirait l'emploi et l'activité de la France, parce qu'on est un pays qui doit continuer de produire, notamment face à la concurrence européenne. On doit rester un pays souverain. À travers cela, moi j'ai entendu Monsieur Faure hier dans les médias. On était il y a quelques jours dans taxe Zuckman ou rien, et aujourd'hui on est si
s'il y a des nouvelles taxes sur l'optimisation fiscale qui arrivent au même montant, on pourrait ne pas censurer. Donc on voit qu'il y a des choses qui évoluent, soyons confiants pour vendredi. Sauf que Olivier Faure, il veut justement vendredi une copie complète de ce budget. Pour lui, c'est le rendez-vous de la dernière chance, c'est comme ça qu'il a appelé. Et si rien ne change, ce sera la censure. Sébastien Lecornu, il aura la copie complète du budget vendredi à donner à Olivier Faure. C'est normal que lorsqu'on bâtit un compromis, on ait des lignes claires, à la fois celle du socle commun qui renoncera. Finalement, on a un bloc central qui n'a pas tout bien fait. On doit avoir l'humilité de le dire, l'humilité d'écouter les oppositions. Donc, il faudra montrer les lignes sur lesquelles nous, on a pu reculer, et on vient d'en parler. Et puis, il faudra aussi que le Parti socialiste et les autres partis acceptent d'aller vers un compromis. Ça ne sera peut-être pas exactement la taxe Zuckman, mais dans l'esprit, c'est bien la taxation des plus fortunés qui viendra contribuer à ce moment difficile pour le pays. Les socialistes se disent prêts à la dissolution aujourd'hui. Et vous, et Renaissance, vous avez beaucoup à perdre en cas de dissolution? On est techniquement prêt à une dissolution parce qu'on est sur toutes les circonscriptions avec des candidats qui sont ancrés dans leur territoire. Mais personne ne le souhaite. Pourquoi? Pas pour nous personnellement, mais parce que ça serait une mauvaise chose pour le pays. Ce que nous demandent les Français aujourd'hui, moi quand je suis à Lille, en circonscription, c'est la stabilité, c'est d'avoir un budget, de retrouver un peu de tranquillité politique, de l'apaisement. Et ça se fait par le compromis. Vous savez, moi je sors d'une commission d'enquête où j'ai travaillé avec un élu député Paul Vanier de la France Insoumise. Vous parlez de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire et notamment la commission dite Betaram. Voilà, et bien cette commission, elle a émis un rapport avec 50 recommandations qui ont été votées par l'ensemble des groupes de l'Assemblée, la totalité des groupes de l'Assemblée. Et le travail transpartisan, c'est ça qui me revient. Les Français, ils veulent aujourd'hui qu'on sache se mettre d'accord, c'est leur priorité. Ils en ont assez finalement des querelles et de ce renouvellement permanent de lignes rouges qui ne font pas avancer le pays. C'est à cause, je fais une petite parenthèse, c'est à cause de cette commission d'enquête sur Betaram que vous avez été la seule à Renaissance à vous être abstenue sur le vote de confiance qui a fait tomber François Bayrou. Vous avez été convoqué par votre parti, Gabriel Attal vous a tapé sur les doigts, il vous a dit quoi? Vous savez, j'ai fait un vote en pleine conscience, avec intégrité, qui était un vote politique et moral, symbolique, un vote de respect envers toutes les victimes de violences dans les écoles pendant des dizaines d'années. Et je l'ai expliqué à mon groupe dans cette réunion avec les vice-présidents et mon groupe l'a compris. Votre groupe l'a compris, on ne vous a pas dit c'est bien de respecter les consignes du collectif? Dans un collectif et dans un groupe parlementaire, dans tous les groupes parlementaires, bien sûr, il y a des consignes de vote, mais il faut avant tout penser à ce que le parlementaire est. Le parlementaire exprime la voix des habitants de sa circonscription. C'est un parlementaire qui vote en liberté, en intégrité. Et moi, je le redis, j'ai un groupe où on peut s'exprimer, où on peut débattre. On a d'ailleurs fait juste après cette réunion les journées parlementaires à Arras, dans ma région des Hauts-de-France. Et c'est un groupe où on peut faire des propositions, on peut être écouté. Moi, j'avais toute confiance en Gabriel Attal et cette petite polémique s'est vite éteinte. Ça a été un bon Premier ministre, François Bayrou? François Bayrou est quelqu'un qui a pendant 9 mois tenu la barre de la France, qui a promis beaucoup d'avancées en termes de compromis et force est de constater qu'il a lui-même provoqué ce vote de confiance. Il n'a pas attendu finalement d'aller jusqu'au budget. On peut le regretter parce que ça met un moment de grande difficulté dans le pays. On a un bloc central aujourd'hui qui est uni autour de Sébastien Lecornu avec aussi les Républicains qui ont demandé d'avoir des engagements sur ce budget. Je crois qu'on a besoin d'être solide et unis et que Sébastien Lecornu, en fin de semaine, nous amènera un budget qui nous permettra ce compromis. Un tout dernier mot sur Nicolas Sarkozy qui a été condamné jeudi dans l'affaire dite du financement libyen. Il va aller en prison, il dénonce lui un procès politique. Vous avez vous-même fait part de vos doutes quant à l'impartialité des juges. Ça veut dire quoi? Que la justice n'est pas neutre? Cette décision qui concerne Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, elle choque beaucoup de Français. Elle interroge, elle inquiète. Parce qu'il y a non seulement 5 ans de prison, alors qu'il n'y a pas d'éléments factuels dans le jugement, et il y a surtout l'exécution provisoire. Et tous les jours, il y a des décisions de justice qui choquent les Français. Moi, j'en reçois à ma permanence sur des parents de victimes d'homicides routiers ou de viols qui ne comprennent pas un classement sans suite, la relaxe de l'agresseur. Mais il y a beaucoup de 80% des affaires, il y a des mandats de dépôt immédiats. Oui, mais ça arrive très souvent, même, oui, vous voyez, il y a quelques semaines à Tourcoing, un policier violemment agressé, et les agresseurs
agresseurs, juste après, sont relâchés. Donc, qu'on soit révolté par des décisions de justice, qu'on ne les comprenne pas, moi, je trouve légitime de pouvoir l'exprimer. Moi, ce que je retiens, c'est que rien ne justifie que les magistrats soient menacés de mort, cyberharcelés, mais qu'on ait le droit aujourd'hui de se poser des questions sur la neutralité de la justice, sur les moyens qui sont mis sur le procès de Nicolas Sarkozy, qu'on soit de droite ou de gauche, c'est notre liberté de citoyen. Merci beaucoup Violette Pitbout, bonne journée à vous. Merci. Merci d'avoir été notre invité.